Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les collégiens et lycéens non vaccinés seront renvoyés si un cas de Covid est détecté dans l'établissement. Une annonce hors norme faite par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous évoquerons ensuite l'état des prisons en France, un an après la libération de milliers de détenus. Les centres pénitentiaires sont de nouveau pleins à craquer. Et avant de passer à l'actualité en bref, nous ouvrirons une page économique avec le marché de l'immobilier à l'épreuve du Covid. Jean-Michel Blanquer exerce le chantage au vaccin sur mineurs. Le ministre de l'Éducation nationale entend évincer les collégiens et lycéens non vaccinés si un cas est détecté. Une mesure sans précédent et qui devrait faire monter un peu plus la pression. Plus c'est gros, plus ça passe. Après la limitation de circulation pour les non-vaccinés dans les lieux de culture ou les restaurants, le gouvernement s'en prend désormais aux enfants. Jusqu'à présent exonérés de piqûres, faute de recul sur les effets secondaires, il semblerait qu'en l'espace de quelques semaines, le fameux recul soit désormais bon. De passage sur une radio publique ce mercredi, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, l'a affirmé. Dans le secondaire, collège et lycée, donc, s'il y a un cas de contamination, les élèves non vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés. Une mesure discriminatoire censée inciter à la vaccination et qui va possiblement ajouter des divisions familiales dans une société déjà bien fragmentée sur les questions de vaccins et de passe sanitaire. Divisé pour mieux régner, le dicton est vieux comme le monde, mais il fonctionne. Quant aux classes de primaire, le ministre maintient le principe selon lequel, en cas de contamination, les classes fermeront. Un maintien justifié par le fait que les enfants en primaire ne sont pas vaccinés et qui permettra, possiblement, demain, de faire du chantage à la vaccination des moins de 10 ans. Le chantage du ministre réside d'ailleurs dans une phrase, je cite, « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque. » Encore et toujours les grosses louches de culpabilisation. Des mesures toujours mises en place sous couvert de continuité pédagogique. Les enfants de primaire renvoyés chez eux, cela provoquera naturellement un problème de garde pour les parents. Pour le secondaire, même principe pour les non-vaccinés donc. De nombreux enfants et jeunes devront donc travailler à la maison dans des conditions très aléatoires. Et pour ce qui est des primaires, ils devront même faire l'école à la maison. Paradoxe étonnant pour un gouvernement qui fait la chasse à l'école hors contrat et à l'école à la maison, sous couvert de ce qu'il appelle bien opportunément séparatisme. Jean-Michel Blanquer, en service commandé pour la vaccination maximale de la population, s'inscrit dans les pas de ses complices ministériels sans grande surprise. Si rien n'était à attendre du côté du ministre Blanquer, il semblerait qu'un cap soit franchi avec une nouvelle atteinte à la libre éducation des enfants par leurs parents. La forte proportion de femmes dans les mobilisations contre les mesures mises en place par le gouvernement témoigne de l'inquiétude qui existe sur le sujet, un signe qui devrait inquiéter les pouvoirs publics, car la mobilisation féminine massive lors de mouvements sociaux ou de revendications politiques préfigure souvent, dans notre histoire, des révoltes d'ampleur. Il y a du monde en prison un an après l'opération Portes ouvertes par l'ancien garde des Sceaux Nicole Belloubet. Les prisons françaises sont de nouveau pleines. Explication avec Thibaut Bastide. Les efforts de Nicole Belloubet n'auront pas suffi. Près d'un an et demi après la libération de plus de 13 000 détenus sous couvert d'une crainte de flambée épidémique dans les centres de détention, les prisons françaises ont retrouvé des locataires. Au 1er juillet, elle comptait 67 971 individus détenus selon les données publiées lundi par le ministère de la Justice. C'est 9 248 personnes de plus qu'il y a un an, au moment où Éric Dupond-Moretti prenait ses fonctions de ministre, en lieu et place de Nicole Belloubet, qui s'en est donc allée sur ce dernier coup d'éclat qu'elle avait elle-même qualifié de chance historique. Mais un an plus tard, l'effet premier confinement s'est donc évaporé avec cette augmentation de 15,7% de la population carcérale. Par ailleurs, l'appareil judiciaire, grippé et quasi à l'arrêt lors du premier confinement, a repris son activité. Et malgré tous les efforts déployés par le nouveau garde des Sceaux pour ne pas faire appliquer les peines de prison, la courbe n'est pas prête de s'inverser. Sur les 2 derniers mois, le solde des personnes incarcérées a bondi de 2587, un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Résultat, le taux d'occupation dans les 188 établissements pénitentiaires de France met
métropolitaine et d'outre-mer atteint 110%. À La Roche-sur-Yon et à Tarbes, la densité carcérale atteint respectivement 210,3% et 200%. Un retour en force de la surpopulation dans les prisons alors que la France est régulièrement épinglée sur le sujet. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme avait ainsi condamné Paris pour les conditions de détention, recommandant de prendre des mesures face à ce problème structurel. La réponse a été donnée par Nicole Belloubet qui a donc organisé une opération porte ouverte. Une solution de facilité alors que la promesse d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison supplémentaires pendant son quinquennat n'a toujours pas été réalisée. Des prisons surpeuplées et pourtant tous les condamnés à des peines ne sont pas incarcérés. La France compte également 15 409 condamnés faisant l'objet d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement à l'extérieur. Des mesures parallèles qui ont régulièrement fait la une de l'actualité ces dernières semaines et pas pour de bonnes raisons. En effet, plus d'une fois, la rubrique Faits divers a mis à l'honneur des individus porteurs d'un bracelet ou qui venaient de sortir de prison à la faveur d'une remise de peine. Une page économie à présent avec l'immobilier à l'épreuve du Covid. Des prix qui montent, les taux d'intérêt au plus bas et le financement participatif qui se porte très bien. À l'aube d'une grande secousse économique et sociale, la donne pourrait cependant rapidement changer. Plus de ventes, des taux d'intérêt au plus bas, des prix au plus haut et des investisseurs confiants. Le marché de l'immobilier se porte bien, presque trop bien. Alors que les économies nationales ont été secouées par la crise sanitaire et les confinements mis en place par de nombreux États, la pierre, elle, ne ment pas, pour l'instant. En France, le nombre de transactions continue d'augmenter avec un niveau record d'1 130 000 transactions au cours des 12 derniers mois. Du jamais vu depuis 2000, un marché en pleine effervescence, mais aussi en pleine mutation. Ainsi, les notaires de France ont fait état dans leur note de conjoncture immobilière de juillet 2021 d'un changement de morphologie du marché. La tendance est au développement d'achats immobiliers dans la ruralité proche des grandes agglomérations. D'un point de vue géographique, cela revient en quelque sorte à élargir le périmètre des agglomérations, ce qui ne sera d'ailleurs pas sans conséquences tant sociologiques qu'écologiques. Le résultat est l'augmentation des prix dans ces ruralités proches, qui n'empêche d'ailleurs pas l'augmentation générale des prix dans les grandes villes, bassins d'emploi. Et c'est là une donne qui devrait peser dans les mois et les années à venir. L'immobilier poursuivra son ascension dans les zones à fort niveau d'emploi et le risque d'une explosion du chômage renforce la position des biens dans des villes comme Paris, Lyon et Toulouse. Une ascension dopée également par le financement participatif, le crowdfunding immobilier, qui consiste à financer à plusieurs la construction ou la rénovation de biens immobiliers afin de toucher des revenus locatifs. Ce type de financement a frôlé le demi-milliard en France en 2020, en pleine crise sanitaire. Pour le moment, la bonne santé de l'immobilier est largement encouragée par les taux d'intérêt à près de 1% en moyenne, un niveau qui ne fut jamais aussi faible depuis 1964. La tendance française n'est cependant pas isolée et elle s'inscrit dans un ensemble plus grand, le marché mondial. Le think tank Oxford Economics, se basant sur un panel de 14 pays entre 1900 et 2021, estime que l'actuel boom immobilier serait l'un des plus importants depuis 1900. Conséquence également, les ratios prix-loyer sont souvent surévalués, dépassant parfois les 10%. Un marché de l'immobilier mondial dans les grandes villes qui est donc déséquilibré. Plus généralement, au niveau mondial, cette tendance à l'augmentation des prix de l'immobilier témoigne de la recherche de valeurs refuge et concrète. La démographie grimpante, les problèmes d'insécurité, les évolutions climatiques devraient amplifier ce phénomène. Reste que si tous les voyants sont au vert, des changements politiques radicaux dans certains États pourraient rebattre les cartes, notamment concernant la détention de biens immobiliers par des entités extérieures au pays, tout comme l'évolution des villes gangrénées par l'artificialisation des sols provoquant des inondations d'ampleur, ou encore par l'immigration et le lot de changements qu'elles impliquent en matière de mode de vie et d'insécurité. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Rachida Dati mise en examen au moment opportun. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et actuel maire du 7e arrondissement de Paris est poursuivi pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. Il s'agit pour l'appareil judiciaire de statuer sur la réalité et la potentielle légalité des missions que lui a confiées le groupe Renault-Nissan entre 2010 et 2012, alors qu'elle était députée européen. Une période pendant laquelle elle aurait perçu quelques 900 000 euros. Sa mise en examen rendue publique cette semaine daterait du 22 juillet.
Ni oubli ni pardon, Macron a affirmé mardi que la nation avait une dette à l'égard de la Polynésie française. Une demi-repentance faite à Papeete qui vise les essais nucléaires opérés entre 1966 et 1996 dans cette partie de la France ultramarine. Le chef de l'État a promis la transparence sans prononcer le mot pardon réclamé par quelques associations de victimes de ces essais. Seuls 187 dossiers d'indemnisation de personnes ont été traités depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est bien plus que les 11 dossiers qu'il était à son arrivée, mais cela reste anecdotique. Explosion mortelle en Allemagne. Mardi, une explosion est survenue sur un site de traitement de déchets à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne. Bilan, 2 morts, 5 disparus, 31 blessés, dont 3 graves. L'origine de l'explosion reste pour l'heure encore inconnue. Les opérations de secours se sont poursuivies ce mercredi pour tenter de trouver les 5 disparus. Les habitants les plus proches ont été invités à rester chez eux, portes et fenêtres fermées, et à ne pas manger les fruits et légumes du jardin, possiblement recouverts d'une couche de suie. Mettre les juifs orthodoxes au travail, le ministre des Finances de l'État hébreu, Avigdor Lieberman, défenseur d'une ligne ultra-laïque, entend imposer cette mesure aux Haredim, ces juifs qui représenteraient 10% de la population d'Israël se consacrant à l'étude des textes sacrés. Pour arriver à ces fins, le ministre des Finances a décidé de supprimer les allocations aux familles pour les frais de crèche pour chaque enfant de moins de 3 ans à 20 000 foyers dont le père n'a pas d'emploi. Une mesure anti-famille et anti-religieuse qui a suscité l'indignation d'une partie de la population, mais qui répond à une autre partie qui déplore le fait que les Haredim ne travaillent pas. Les juifs orthodoxes, absents de la nouvelle coalition au pouvoir, subissent ainsi un premier revers. La nouvelle équipe en place, elle, risque de diviser un peu plus un pays déjà miné par les guerres de partis et de s'attirer les foudres d'une partie des Israéliens les plus dynamiques démographiquement, alors même que la question démographique est au cœur des préoccupations de survie de cet État. La Ligue 1 au cœur d'une guerre de diffuseurs. Mardi, le diffuseur d'origine qatarienne beIN Sport et la Ligue de football professionnel se sont mutuellement assignés en référé. L'origine du conflit, la diffusion de 2 rencontres du championnat de France et les tarifs appliqués par la Ligue pour cette fameuse diffusion. L'assignation de la LFP a pour but de rappeler à la chaîne qatarienne les obligations et les termes de leur contrat signé en 2018, tandis qu'à l'inverse, la direction de beIN Sport souhaite revoir les tarifs. Mais la chaîne qatarienne pourrait être contrainte de diffuser les 2 rencontres de football des 7 et 8 août si Canal+ ne le fait pas. En plus de se tourner vers la justice française, beIN Sport devrait engager une action auprès de l'autorité française de la concurrence pour distorsion de concurrence et abus de position dominante de la part de la Ligue, ainsi qu'auprès de la Commission européenne. La machine à médailles est lancée. Ce mercredi, l'équipe de France a remporté une nouvelle médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Tokyo après la victoire de Mathieu Androdias et d'Hugo Boucheron en finale du 2 de couple lors de l'épreuve d'aviron. Une 3e victoire olympique pour la délégation française après celle obtenue mercredi par Clarisse Agbenegnou en judo et Romain Canon en escrime. Après 5 jours de compétition, l'équipe de France compte 8 médailles, 3 en or donc, mais également 2 en argent et 3 en bronze. La délégation française occupe la 8e position au classement des médailles. La Chine, le Japon et les États-Unis occupent toujours les 3 premières positions. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, Christophe Cagnoni évoque la disparition du Front National sur l'île de Beauté. Ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est qu'il y a effectivement des électeurs qui ont le souci de l'identité corse. Et c'est vrai que les nationalistes ont mené un combat de 40 ans et donc ils ont récolté les fruits là maintenant. Alors ils ont récolté les fruits aussi parce que le système clanique s'est effondré. Les dinosaures ont disparu, je parle des Jacob, je parle des Rocaser et d'autres qui n'ont pas été remplacés. Et donc évidemment les nationalistes se sont fourrés dans ce... Voilà, et ils ont rempli l'espace politique. Mais il y a le souci identitaire. Et effectivement, sur la question de l'immigration, eh bien, aux élections présidentielles, là, les Corses expriment véritablement leur idée et leur inquiétude en votant pour le Front National. Je pense que ça continuera de toute façon. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Perles de Culture avec Anne Brassier, mais tout de suite, François Biot-de-Lochner pour Mes Libertés Politiques. Merci à tous pour votre fidélité. À demain, bonsoir. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural.
Je ne sais pas si c'est un effet de la météo de cet été 2021, qui est particulièrement volatile, mais le vent souffle et fait tourner les girouettes, tant et si bien qu'on ne sait plus où donner de la tête. Guillaume Pelletier, ex-dirigeant de l'UMP puis des Républicains, moulin à vent et homme politique professionnel, en est tout tourneboulé et sa trajectoire politique, déjà bien déboussolée, a définitivement perdu le nord de la cohérence et des convictions. Ce fringant jeune homme a à peu près tout essayé. Il a commencé au Front National Jeune, puis a rallié Bruno Maigret et son mouvement national républicain, avant de basculer dans les rangs de Philippe de Villiers et du Mouvement pour la France, qu'il a délaissé pour l'UMP, devenu les Républicains. Au sein du principal parti de la droite, il a joué à peu près tous les chevaux de la bourre dans l'espoir que l'un d'entre eux franchisse la ligne d'arrivée. Dernièrement, il vitupérait contre le Front républicain incarné par Muselier et Bertrand. Il a tenté sa chance, visiblement sans trop de succès, auprès de l'outsider Zemmour, puis a fini par retourner au bercail pour aller lécher les babouches de Xavier Bertrand au motif que le phénix des Hauts-de-France serait le plus à même de battre Emmanuel Macron. Le parti de Guillaume Pelletier, c'est le Front National Républicain pour la France en marche. C'est simple, non ? On nous glisse dans l'oreillette qu'il lui reste en effet à tenter le coup auprès de l'actuel président de la République. Oh, en cherchant bien, il a bien un petit poste, un petit Marocain bien chic pour lui dans un coin. Macron Tyranor a bien réussi à attirer dans ses filets Aurore Berger, l'alter ego féminin de Pelletier, qui maîtrise elle aussi, à un degré rare, l'art du retournement de veste pour avoir servi François Fillon, puis Alain Juppé, puis Manuchon en fin de parcours. Prends-en de la graine, Guillaume, tente le coup avec Macron, et si ça ne marche pas, il ne manquera plus que les insoumis et les troxystes à ton tableau de chasse. Patience, patience, laissons faire le lent travail de l'âge et de la raison. Guillaume Pelletier finira sûrement par rejoindre un jour les rangs de la révolution prolétarienne, et au soir de sa mort, il pourra dire « Je n'ai servi à rien, mais j'ai bien vécu ». Sur cette conclusion ébouriffante, je vous souhaite une bonne soirée.